Et à l'intérieur de ces directions, nous avons des sous-directions. On va dire pour la moyenne, nous avons 2 sous-directions par direction centrale. Et à l'intérieur de ces sous-directions-là, nous avons des bureaux qui sont encore décomposés, qui sont structurés en sections. Donc nous avons une hiérarchisation sous cette forme-là. Mais là, je n'ai pas le nombre exact du nombre de bureaux. Voilà. Donc, concernant la motivation, la spécialisation des services et puis le rôle des différents bureaux créés, je crois que le colonel va tout à l'heure intervenir là-dessus. Bon, pour la spécialisation, on avait 2 difficultés. Par le passé, tous les bureaux étaient de tous les régimes. Il y avait une lourdeur, une lenteur. Donc, on estime qu'à un moment donné, une question d'efficacité, de célérité des opérations, il fallait spécialiser les bureaux pour diminuer la charge de travail des vérificateurs. C'est qu'il y avait à la fois les vérifications directes, les entrepôts, les AT, c'était extrêmement difficile pour lui de faire un travail efficace. Donc c'était un souci d'efficacité et de célérité. Voilà un peu l'objet même de la spécialisation. Donc aujourd'hui, au port, vous avez des bureaux qui s'occupent rien que de la mise en consommation directe, des bureaux qui s'occupent seulement que du port, tout ce qui est produit à l'huile, du scanner, voilà. Donc voilà un peu, en fait l'idée c'est efficacité et célérité. Voilà un peu l'objet de la spécialisation. Maintenant, pour le nombre de sous-directions, nous avons 14 directions et nous avons un peu plus d'une trentaine de sous-directions. Au port, nous avons une direction, 11 bureaux. Et donc, au port, on a une direction, 3 sous-directions et 11 bureaux. Donner une idée. Voilà, c'est pour répondre. La déclaration anticipée à l'importation. En fait, comme la dénomination le désigne, c'est une déclaration qui est anticipée à l'importation. Ici, ce document a été initié dans le cadre de la simplification et le développement de l'analyse des risques. Alors, il était question dans un premier temps de fusionner, donc réduire les documents préalables à l'importation, que sont la FRI, donc la fiche de renseignement à l'importation, l'attestation d'importation et puis l'attestation du règlement financier. Puisque quand on prend du point de vue de l'importateur, il avait par moment recours au ministère du Commerce qui lui exigeait des documents et ces mêmes documents-là étaient demandés par la douane. Donc pour éviter cette redondance, il a été mis en œuvre ce document qui est la DAI, qui n'est rien d'autre que la fusion de ces 3 documents dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, concernant la procédure de la DAI, c'est-à-dire l'importateur, dès lors qu'il passe la commande, à partir de la facture pro forma, il établit sa DAI. Donc, dans la DAI, nous avons les informations générales qui sont sur le segment de la DTU et également le volet article dans lequel sont spécifiées les informations de la valeur, les écothèmes et bien d'autres informations. Alors, puisque dans le cadre d'une des transactions, la banque intervient pour la partie règlement financier. Et donc, comme la DAI est élaborée, l'importateur communique le numéro de la DAI à sa banque qui doit effectuer les virements. Et tous les virements sont enregistrés sur la DAI. Donc, ce qui permet à la douane de pouvoir suivre le mouvement financier effectué à l'endroit de l'extérieur. Donc, ça, c'est aussi un second objectif de la DAI. Également, quand toute cette opération est terminée, BIVA, qui est notre partenaire dans le cadre de l'inspection avant embarquement des marchandises, s'appuie également sur la DAI pour élaborer ce que nous appelons les attestations de vérification. Donc, quand on prend le document DAI, on a toutes les informations qui concernent l'importation à venir. Nous avons toutes les informations concernant les mouvements financiers qui sont intervenus dans le cadre de cette transaction-là. Et également, nous avons la liste des AV qui, elles, devront faire l'objet de déclarations. Voilà un peu l'idée dans laquelle la DAI est conçue. Et ce document-là, déjà, dès la commande, ce document peut être élaboré. Alors, ce document permet à la douane, déjà sur la base de ces informations-là, de faire une analyse de risque préalable.
puisque nous disposons déjà de toutes les informations. Et comme nous avons également la facture pro forma et les références même de l'importateur, alors la direction d'analyse du risque et du renseignement procède déjà au ciblage. De sorte que dès que la marchandise arrive à destination, cette direction-là envoie des messages à l'endroit des services de première ligne. On voit un peu plus ou moins le mécanisme de la DAI. Mais ce n'est pas la DAI ne sert pas de document pour enlever les marchandises au port. Il y a une déclaration qui est levée. Voilà. Donc la DAI, la déclaration va faire référence à la DAI. Voilà. Donc chaque fois que la direction d'analyse du risque travaille sur la DAI, qu'elle détecte les DAI à risque, elle communique au service de première ligne pour faciliter le ciblage. Voilà. Et comme nous avons dit dans les perspectives, nous voulons mettre en place un mécanisme, c'est-à-dire faire la sélectivité de contrôle sur la base d'analyse de risque. Donc effectivement, ces données-là de la DAI vont permettre de faire un ciblage efficace. Voilà. Parce que communément, nous observons des comités de valeurs et de profils qui sont mis en place et qui essaient d'orienter les visites. Donc c'est dans cet esprit-là que la DAI a été surtout mise en œuvre. Alors, question également sur les exonérations. Alors, donc, s'agissant des exonérations, nous savons que la Côte d'Ivoire a connu une période de crise et quand nous observons le mouvement des marchandises exonérées, il se trouve que cela constitue vraiment en termes de manque à gagner un montant très, très, très élevé et les bailleurs de fonds qui, lors de leur visite en Côte d'Ivoire, font que mettre un accent là-dessus. Alors, il est important pour la douane, d'abord, de pouvoir rationaliser cette procédure et de sorte à pouvoir montrer avec précision d'où prévient exactement ce grand manque à gagner lié aux exportations et aux exonérations. Quand on prend le cas des marchandises, par exemple les marchandises qui sont envoyées par l'opération Licon, qui sont exonérées, avec ce document on peut les sortir aisément. C'est le premier objectif. Le second objectif, c'est d'attirer les autorités, d'attirer l'attention des autorités sur le risque, le manque à gagner que constituent eux-mêmes leur propre action. Parce qu'aujourd'hui, nous demandons à la douane de faire des recettes, mais en même temps, nous donnons des exonérations. Alors, en informatisant cette procédure-là, à tout moment, on peut sortir le détail des exonérations. C'est-à-dire les exonérations accordées, par exemple, dans le cadre de certaines réglementations, dans le cadre du code minier, également dans le cadre des opérations Licon, et les exonérations données par le directeur général des douanes. Donc, il y a vraiment une responsabilisation à ce niveau qui est fait. Voilà. Et également aussi, ce document d'exonération qui est informatique est apuré par une déclaration. Parce que imaginez-vous que les exonérations, quand elles ne sont pas informatisées, à tout moment, on peut lever des déclarations et l'opérateur vous présente un document qui peut-être même a déjà fait l'objet d'importation. Donc ici, chaque fois que la déclaration est éditée, qu'elle doit faire référence à une exonération, le transitaire, le commissaire en douane agréé précise sur la déclaration la référence de l'exonération et il y a un apurement automatique qui se fait. Au point où, dès que l'exonération est, on va dire, apurée totalement, aucune déclaration ne peut être levée dans le cadre de cette exonération. Donc voilà un peu ce que je voulais indiquer concernant l'exonération. Et puis peut-être inviter encore le colonel Kadio. Oui, donc, déjà sur ce point, mais surtout sur le point concernant l'unité des raquettes et puis l'eau-code. Je crois qu'il y a une question dans ce sens-là. Mais moi, je suis un conseiller fiscalo-douanier. Permettez-moi d'être un peu plus bavard parce que je vis l'activité de la douane et au quotidien, aussi bien qu'au bureau que sur le terrain. Nous sommes en famille, je pense que je peux me le permettre, le milieu est homogène. Je vais ici aborder des points. Cela a été abordé par certains prédécesseurs d'une façon, je dirais, un peu légère. Moi, je vais aller un peu plus au fond, parce que nous sommes venus ici pour chercher des solutions. Si nous regardons le thème, quelle douane voulons-nous pour le Congo? Moi, j'ai peur que nous revenons ici, et là, je m'adresse à la Direction générale de douane, au ministère des Finances, aussi bien qu'à l'Union européenne. Moi, j'ai peur que nous revenions encore ici pour quelle douane voulons-nous pour le Congo deuxième édition? Parce qu'on aurait manqué justement à l'action. Il ne faudrait pas que ce thème soit un vain mot. On a dit, effectivement, tout a été structuré
et on est parti et rien ne se fera. Monsieur Kakou, il y a une table ronde, s'il vous plaît. Oui, s'il on vous va plaît, développer ces aspects. maintenant, j'ai demandé ma permission. Vous aurez l'occasion Je tout à l'heure. voudrais que ceci soit Monsieur Kakou, s'il vous plaît, Oui. vous aurez l'occasion tout à l'heure de développer lors de la table ronde. C'est tout à l'heure là, on va l'entamer. Non, mais c'est très important. ce que Posez je vais votre dire. question, vous développez. Sinon, Non, vous attendez des la table questions, ronde, oui. s'il vous plaît. C'est des questions-propositions, s'il vous plaît. Bon, vous me permettez une série. Donc, je parlais du problème du comportement de l'homme. Je passe. Je parle du problème de la formation. Quand on parle du problème de la formation, on ne cible que les pauvres amis de la douane. Non, nous sommes dans une chaîne nationale. Il faudrait que la formation soit relative aussi bien qu'aux agents de douane, aux transitaires, aux experts fiscaux douaniers, et aussi bien aux conseillers aussi fiscaux douaniers.